Jérôme, à partir de maintenant, toutes les bêtises que tu diras sont enregistrées. Alors attends, j'en ai un que j'ai mis à charger, mais l'autre, il n'est pas chargé. Est-ce que là-bas, on fait pas trop de bruit? Ça va? Les noiseries sont meilleures ici. Pain au chocolat ou chocolatier? Merci à tous d'être présents. Merci à toi, Maxime, d'être avec nous ce matin, passer cette matinée pour parler de l'expérience post-séjour dans l'hôtellerie. Je te laisse la parole, c'est ton moment à toi. On ne va pas faire que parler Pikine, on est sur le stand de Pikine. Et mon objectif avec toi, tu vas pouvoir revenir sur comment ça rencontre si tu souhaites. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était l'approche qui est aujourd'hui assez réservée à l'hôtellerie de haut de gamme, on va dire, dans l'inconscient de tout le monde. Moi, quand j'ai fondé Pikine, je me suis dit, mais finalement, cette expérience post-séjour, elle va être accessible à tout le monde. Aujourd'hui, moi, avec mon équipe, on est assez content de pouvoir proposer ce service-là aux 2 étoiles jusqu'aux 5 étoiles et Palace. Et j'aurais voulu savoir, justement, parce que toi, ta perception de l'évolution de l'hôtellerie. Moi, je découvre l'hôtellerie depuis 7 ans. Je viens d'autres industries, donc ça c'est marrant, on pourra peut-être revenir dessus pour comparer. Mais moi j'ai connu le service après-vente. Et finalement dans l'hôtellerie, tu n'as pas vraiment de service après-vente en tant que tel, parce que tu n'achètes pas un produit physique, tu achètes un service. Et donc comment on peut avoir cette notion d'expérience post-séjour avec du service? Si ça te va, je vais commencer par une présentation aussi de qui suit mon parcours. Ça répondra en partie à ta question. Je m'appelle Maxime Blo, je suis VOV France dans la classe réceptionniste en hôtellerie. Tout mon parcours, en fait, je l'ai fait dans l'hôtellerie luxe. Dès l'âge de 14 ans, je suis rentré en école hôtelière et je n'ai fait que ça toute ma vie jusqu'à mes 30 ans. Dès 14 ans, et ça t'est venu d'où? Pas de famille, comme on pourrait l'imaginer. Ça vient plutôt de l'envie d'avoir du contact de l'humain, pas du tout adapté au système scolaire classique. Et à Grenoble, il y avait une super école hôtelière, un bon conseiller d'orientation au collège, qui m'a dit « t'es pas adapté au système classique, spécialise-toi ». Et donc je suis rentré en école hôtelière, j'ai commencé mon parcours. Et là, la passion a pris. Rapidement, dans mon parcours bac hôtelier, il a fallu se spécialiser. Donc tu sais, on te demande de spécialiser entre cuisine, pâtisserie, restauration et l'hébergement. Bon, la cuisine-restauration, c'était hors de question d'entrée. Et donc, je me suis spécialisé sur l'hébergement, puis j'ai continué à Chambéry avec un master, toujours hôtelier, spécialisé en revenu management cette fois-ci. Et ensuite, de là, je suis reparti aux opérations, qui était vraiment mon cœur de métier. J'ai fait une petite dizaine d'années de carrière en 5 étoiles et Palace. Pour l'anecdote, et ça fera peut-être un peu le lien avec ce que tu dis, dans les hôtels 5 étoiles, je ne sais pas si c'est un retour qu'on t'a déjà fait, mais en fait, on a une manière spécifique de gérer les objets trouvés. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais avertir le client. Et donc, moi, pendant toute ma carrière, j'ai été formé à... si jamais on trouve un objet, on ne contacte pas le client, donc le service housekeeping, le service d'étage, je garde l'objet et ça pourrit littéralement dans des storages. Je te confirme, ouais. Je suis souvent allé pour vérifier et c'est un hallucinant. Je les ai vus ces lieux, il y a des trucs où je me dis, mais moi j'aimerais bien les prendre pour moi, pour mes équipes, et même quand ça a de la valeur, on gardait ça au coffre-fort. Et donc tu sais que légalement tu dois le garder 1 an, et au bout d'1 an, ensuite on renvoyait ça dans le service de dépôt. Pour 100 € qui avait été trouvé dans une chambre, il m'a fallu attendre plus d'1 an, faire tout un process qui m'a pris une demi-journée pour pouvoir aller récupérer. Ouais. Et ça pour chaque objet. Combien il y a d'hôtels en France? Parce que moi j'ai fait mon étude de marché. Il y en a presque 17 000. 17 000. Et donc 17 000 fois 1 an de conservation d'objets, ça fait à peu près quel volume d'objets trouvés chaque année? Alors je ne sais pas exactement combien d'objets, mais l'autre fois tu m'as déjà posé la question, j'ai dit je crois quelque chose comme 20 000, et tu m'as dit qu'on était plutôt au million. Oui, c'est des dizaines de millions, et ça c'est notre étude qu'on a faite avant que je lance la boîte avec mon associé, Jérôme Dumas, qui est mon CTO. On a regardé quand même avant de se lancer, mais est-ce que c'est un mini-sujet ou c'est un gros sujet? Quand tu commences à parler de dizaines de millions d'objets, tu te dis là il y a un vrai truc. Et le vrai truc qui m'a fait démarrer dans l'hôtellerie, il y a 2 choses. C'est que, comme tu l'as dit, les hôteliers ne te recontactaient pas. Ça, c'était mon expérience personnelle, on pourra y revenir. Mais l'autre point, c'est que ça fait des stocks énormes, comme tu le disais. Donc, les hôtels, ils peuvent avoir des chambres que des zones de stockage d'objets trouvés. Et pendant 1 an, ça représente quand même pas mal de volume. Et en plus, ils n'en font rien. Et donc, c'est une frustration. Et plus tu as du stock, plus tu as la chance de le perdre. Aussi, quand si le client le redemande et que tu ne le retrouves pas, c'est une frustration pour les clients. Évidemment, et là tu parles du côté logistique et tu as raison, et moi côté
Donc collaborateur, j'avais cette problématique, et puis un jour j'ai un client qui me fait une plainte, mais il se met à hurler à la réception en disant mais ça fait des mois que vous avez ma veste, vous le savez très bien, je viens chez vous toutes les semaines, pourquoi vous ne me donnez pas ma veste? Et donc je lui explique ce procédé. Il me dit c'est complètement débile, et il me dit mais vous vous rendez compte le nombre d'objets que j'ai dû perdre dans les hôtels? Je suis dans les hôtels quasiment 300 jours dans l'année. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les hôtels, c'est qu'on ne donne pas les objets trouvés aux clients, on ne les contacte pas parce qu'il y a une vieille histoire qui dit qu'on pourrait envoyer un email ou appeler et tomber sur la maîtresse du client, l'amant ou la maîtresse. Donc c'est pour ça qu'on ne les contacte pas, parce qu'il y a des vieilles légendes où on aurait appelé le client et c'est la maîtresse qui décroche et que ça crée des scandales, etc. Et tu sais, dans les palaces, on aime bien la discrétion, on fait très attention à ça. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, c'est-à-dire que pour un client sur 1000, et encore, il y en a peut-être 999 qui n'ont pas leurs objets, donc qui en termes d'expérience client, expérience dégradée, tu vois, ce client il était très frustré alors que c'était un habitué chez nous, et qu'en plus de ça, nous, ça nous crée des problèmes de storage, donc de stockage chez nous, et tout, le suivi, etc., etc. Et donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à dire à mes équipes, maintenant quand vous avez des objets trouvés, eh on vérifie que le numéro de téléphone soit bien celui du client, l'adresse email, et si on a déjà eu un contact, a priori il n'y a pas de sujet pour le recontacter. Et pour faire le lien avec ta solution, je t'avoue que le jour où j'ai découvert Pikin sur un salon d'ailleurs, je me suis dit mais comment on n'a pas pu y penser avant? J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai pas fait d'école hôtelière. Et en fait, moi, mon regard extérieur comme client, j'étais consultant dans les années 2000, je faisais 2 à 3 hôtels par semaine. Et j'ai fait ce constat-là, moi, côté client, et c'est ça qui m'a apporté un peu ce regard un peu différent en disant mais je reçois des enquêtes marketing sur mon expérience que j'ai vécue post-séjour. Oui. Avec un email, et je ne vois pas trop la différence entre notifier pour une enquête, un sondage ou une enquête client, et me prévenir avec la photo de l'objet, comme quoi j'ai oublié ma paire de lunettes. J'entends complètement, parce qu'on me l'a beaucoup rétorqué, et on continue à nous faire cette remarque-là. Tu as raison, c'est une notion de minorité qui bloque la majorité. Moi déjà, ça me pose un problème. Et en fait, il faut distinguer aussi les objets du quotidien, parce que quand tu te travailles avec ta valise, tu as toujours à peu près les mêmes objets. Si on te notifie pour ta trousse de toilette, ta paire de lunettes, ton chapeau, ta paire de chaussures, ton câble de PC ou une tablette, c'est clairement pas quelque chose qui doit être bloquant. Il m'est arrivé la même chose hier avec un chargeur d'ordinateur en l'occurrence. Je peux t'assurer que si on m'avait prévenu dès mon départ, on a votre chargeur, que je l'avais récupéré avant de prendre le train. Avant de prendre le train, ça t'aurait évité d'en racheter un autre. Et tu le fais bien, on en parlera plus tard, mais ça a un impact également sur justement le bilan carbone des hôtels, parce qu'on va faire gagner des tonnes de CO2, puisque tu vas pas racheter un autre équipement. Quelque chose sur lequel moi je voulais élargir, c'est parler parcours client. En fait, dans mon constat, puisque donc on n'a pas fait la suite de mon parcours, mais je n'ai pas travaillé que dans les hôtels, et donc à la suite de ça, moi, en 2020, quand la Covid a frappé, j'étais chef de réception, et donc j'ai pivoté, si on peut le dire, et c'est là où j'ai créé ma société, qui s'appelle Hospitality Insiders, et à travers cette entreprise, aujourd'hui, moi je suis donc le consultant extérieur qui vient et qui accompagne les hôtels sur des sujets d'excellence de service. Je travaille beaucoup sur le parcours client, très concrètement avec de la formation, mais ça me permet aussi d'avoir une vision globale du parcours, et j'ai même envie de dire des parcours clients qui sont proposés aux hôtels, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et c'est un peu le conseil et les éléments que j'ai envie de partager aujourd'hui, d'avoir une vision la plus globale possible sur non pas un, mais des parcours clients. L'homme d'affaires, le persona homme d'affaires qu'on vient de décrire toi et moi, c'est un parcours client qui n'a rien à voir avec le couple avec leur petite fille et une peluche qui viennent dans ton établissement et qui viennent chercher autre chose. Donc ça, c'est le premier point. Et si on regarde les étapes du parcours client, la première étape, c'est comment est-ce que je trouve un hôtel. On se rend compte aujourd'hui qu'en 2024, je ne vais pas surprendre l'assemblée, les clients cherchent en ligne. Donc ils ont un parcours qui commence par le digital, en fait, qui commence en ligne. Pour aller chercher un hôtel, mon comparateur, etc., on va faire toutes les étapes. La plupart du temps, c'est là où on fait la réservation. Je ne sais pas si c'est des statistiques globales, mais moi, quand je parle avec les établissements, même un peu moins de 10% de leurs réservations passent en direct au téléphone. C'est un sujet dans les hôtels, et à la fois, spécifiquement sur le luxe cette fois-ci, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est aussi de l'expérience. Et c'est là où tu peux faire de la vente additionnelle, créer du lien, proposer quelque chose qui réponde parfaitement à la demande du client. Et il y a une chose toute bête, hein, mais sur un site web, on peut réserver 2 chambres. On ne peut pas réserver des connectings. On ne peut pas demander telle ou telle disposition. Alors que quand tu appelles un agent de réservation, il va pouvoir s'en occuper. Donc tout ça pour dire que
on est en partie en ligne. Tu vas recevoir probablement ta confirmation de réservation, ça juste là, tous les hôtels le font. Sauf qu'entre le moment où tu reçois ta confirmation et le moment où tu séjournes, tu commences à recevoir des emails. Moi, autant j'aime bien l'email de réservation, autant quand je commence à approcher de mon séjour, je trouve ça un petit peu froid. J'aime bien qu'on commence à me parler peut-être en WhatsApp ou moi pouvoir envoyer un message. Typiquement le jour de mon arrivée, si tu m'envoies un email, moi ma boîte email, je la regarde plus. Je suis dans mon voyage. Par contre, mes WhatsApp et mes SMS, je les regarde. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, nous on était historiquement email et SMS par rapport à nos solutions et on se rend compte qu'en effet, et surtout on a ouvert l'Espagne et le Portugal, culturellement, là-bas, le SMS il est mort. En fait, c'est du WhatsApp. C'est WhatsApp. Donc on a une clientèle internationale. Donc autant le SMS, tu payes un forfait par pays, autant le WhatsApp, en fait, à partir du moment où tu as une connexion Wi-Fi à l'aéroport, ça fonctionne, même si tu es un étranger qui voyage. Alors c'est pas du tout le sujet de la conférence, mais c'est quand même un petit conseil, c'est qu'en plus WhatsApp aujourd'hui est un vrai outil marketing. C'est-à-dire qu'avec WhatsApp Business, on peut faire des vraies campagnes marketing, c'est très sous-coté comme outil, et pourtant c'est quand même 2 milliards d'utilisateurs dans le monde WhatsApp. Si je reprends ma chronologie, j'aime bien regarder comme ça, avant, pendant, après le parcours client, on est toujours sur le avant, on arrive sur le pendant le séjour, je suis en train de me déplacer. Et là, je vais arriver dans l'hôtel. Donc, j'ai eu plein d'actions digitales et j'arrive dans un établissement où je séjourne physiquement. Et donc, il est là aussi mon point, c'est qu'en fait, il faut arrêter de penser ou digital ou présentiel, mais plutôt commencer à penser figital. Tu vois, ce mélange de physique et digital. De la même manière que je peux avoir une interaction réservation téléphonique avec mon client et que ce client est en train d'être sur mon site web, de comparer les hôtels en parallèle. Je peux être au téléphone avec lui et en WhatsApp. Il peut être en présence avec moi dans son séjour, avoir cet échange et en même temps commander d'autres choses sur son téléphone, scanner un QR code, tu vois, commencer à regarder des éléments de conciergerie parce qu'on a digitalisé cette partie et qu'on lui met des recommandations qu'il va avoir sur son téléphone. Donc il faut penser ce parcours client, non pas de manière linéaire, mais vraiment avec deux niveaux, si tu veux, un niveau qui va être digitalisé et en omnicanal, donc bien penser email, WhatsApp, SMS, pas tout le temps, mais qu'est-ce que j'utilise à quel moment du parcours client. Et physiquement, tu parlais de touchpoint, donc les points de contact ou les moments de vérité un peu dans le langage de service, d'expérience. À quel moment est-ce qu'on va aller toucher ce client-là et lui proposer une expérience spécifique dans son séjour. Donc le premier point évident qu'elle va penser, check-in, arrivée, et bien là cette fois-ci, il ne s'agit plus d'arriver avec ma boîte email, mais c'est bien un collaborateur qui va devoir interagir avec le client. Et donc toute l'interaction et tout le séjour client doit se passer entre les deux. Hier, je séjournais encore dans un hôtel avant de venir ici, et donc je séjournais avec des collaborateurs avec lesquels j'ai des interactions, mais à un moment, moi j'ai des demandes spécifiques. Et bien parfois, aujourd'hui il y a des tablettes en ligne, je vais commander directement en ligne. Parfois je peux le faire depuis mon téléphone, s'il y a WhatsApp, ça me permet d'envoyer un message rapide. Moi je suis à la salle de sport, j'ai envie de commander mon room service à ce moment-là, tu vois. Donc toujours penser cet omnicanal, les moyens de toucher le client, et en plus ça fait gagner du temps aux collaborateurs parce que quand vous êtes digitalisé, ça évite que vous ayez la queue à votre réception de clients qui ont des demandes très différentes. Alors moi, je voulais te poser une question parce que c'est quelque chose, moi aussi, je fais toujours encore pas mal d'hôtels évidemment, et je suis ravi d'aller visiter nos clients et prospects. Et il y a quelque chose, tu vois, nous aussi on discute persona dans le parcours avec Pikin, mais je trouve toujours compliqué de savoir à qui tu t'adresses. Oui. Parce que tu vois, par exemple, récemment, mon père est allé dans un hôtel, on a enlevé dans certains hôtels l'espace d'accueil. Oui. Et donc il était paumé. Je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas possible de demander à la personne ce qu'elle veut? Moi, on m'a rarement demandé, est-ce que vous voulez qu'on contacte par WhatsApp, plutôt par email? Tu vois, ça se fait pas trop, ça, j'ai l'impression. T'as raison, ça devrait être fait. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas la compréhension de l'échange qu'on vient d'avoir là, du persona. Et deux, je pense que logistiquement, c'est difficile à mettre en place, d'avoir différents accueils. Mais par contre, on a des outils, et tu en as cité quelques-uns tout à l'heure, qui permettent de faire tout le pré-check-in. Donc de faire tous les enregistrements et autres pour que l'arrivée à l'hôtel ne soit plus une formalité comme ta location de voiture où il faut que tu scannes et que tu prennes des photos de ta voiture pour voir s'il n'y a pas d'égratignure, mais que ce soit un moment d'accueil. Un autre qui ouvre les bras à un visiteur en lui disant bienvenue chez moi et je te propose de te faire la visite si tu en as envie, de t'offrir un café si tu en as envie, et si tu n'en as pas envie que tu veux, tu montes dans ta chambre et on peut échanger à travers les outils digitaux qui sont à ta disposition.
mais le client a le choix. Et alors, c'est complètement vrai, et y compris, parce que j'ai eu la chance tout récemment de faire justement l'anniversaire de mon père à l'étranger dans un hôtel de luxe, pour le coup. Et alors, l'étape où tu attends pendant 15 minutes, où tu t'es que juste crevé parce que tu es jet-lagué, tu as fait 10 heures d'avion, et on t'explique que tout le parcours, tout ce que tu vas voir dans ton séjour, c'est juste pas le moment en fait où j'aurais voulu le faire, quoi, tu vois. Et donc, il t'explique tout sur tout, et tu as les yeux explosés. Et même dans le haut de gamme, je trouve que c'est très standardisé. Oui. Le service fourni est personnalisé, mais le déroulé est assez standardisé. Complètement. Absolument, et c'est ça la difficulté, c'est que on a besoin de standardiser nos process pour être sûr d'être constant en qualité. Mais par contre, on a autant de profils différents que de clients, avec des tendances. Mais on a quand même plein de personnages, pour reprendre ce terme, différents qui viennent chez nous tous les jours. Et donc il faut être capable de s'adapter. C'est là où tu as besoin d'intelligence humaine dans tes profils, de t'être débarrassé de ton administratif avec le digital, et d'avoir par contre des humains qui sont capables d'interagir et de voir qu'en fait le papy qui est là, qui a 80 ans, qui attend, et ben, il n'a pas le temps qu'on lui fasse la visite de tous les établissements cotés, qu'on lui recommande les musées, il veut juste aller se coucher. Voilà. Et lui proposer ça, et par contre, s'il veut revenir, on est à disposition. Et on a également, alors peut-être pas le papy de 80 ans, mais accessible d'autres outils digitaux. Il peut scanner un QR code, accéder à la map, la carte avec les recommandations de l'établissement. Il peut avoir des applications dédiées. Il y a plein d'outils aujourd'hui, il y en a plein de salons qui existent, qui répondent à cette problématique. Et après, il faut les intégrer. Et il faut les intégrer, et tu me fais une transition parfaite avec un énorme sujet que j'aime. En tant que client et aussi et surtout en tant que consultant, on a plein d'outils. Aujourd'hui, le problème, c'est plus les outils et l'existant. Encore une fois, le salon, je pense, c'est un bon exemple. On a des dizaines de solutions, toutes plus révolutionnaires les unes que les autres, sauf qu'elles parlent toutes un peu un langage différent et qu'elles ont du mal à communiquer. Ou alors elles communiquent partiellement, tu vois, que sur certains aspects, pas en profondeur. Mais je vais te raconter un cas client que j'ai vécu. En fait, les établissements que j'accompagne, souvent je commence par un diagnostic où j'ai pas non pas une grille d'auditeur, mais en fait ce que j'ai, c'est je fais l'expérience à travers mon prisme. Là, on parle d'un établissement 5 étoiles, je ne vais pas donner le nom, mais on est dans Standing Palace, on est à Paris. Je fais ma réservation téléphonique. Donc je réserve l'hôtel. Ils prennent la réservation. L'établissement a plusieurs restaurants. À ce stade-là, ils ne sont pas capables de me confirmer les restaurants. On me met en lien avec la restauration. Ils prennent des réservations restaurants. À ce stade-là, on n'arrive pas à me confirmer le spa. On me met en relation avec le spa, qui me rappelle parce qu'ils n'ont pas de disponibilité. Le spa est finalement confirmé. Je suis à 3 semaines avant mon séjour, j'ai déjà 5 confirmations différentes qui sont arrivées sur ma boîte email, pas une seule. Et donc, quand tu arrives, tu es obligé de les chercher? Quand j'arrive, je suis perdu. Entre-temps, évidemment, moi j'ai poussé un petit peu le curseur, je me suis amusé à les rappeler, à tout changer, mais comme le font des clients dans les 5 étoiles et Palace. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai doublé le nombre de confirmations. J'ai mis le pied à l'hôtel, j'avais déjà 12 confirmations sur ma boîte email. Et je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon séjour? Et donc, eux-mêmes étaient perdus parce que les informations se sont perdues. Donc, en fait, ils ont plein d'outils. Un super outil de réservation restaurant. Un super outil CRM qui fonctionne plus ou moins bien avec leur PMS. Un super outil spa, mais tout cet écosystème ne parle pas. T'imagines qu'en interne, il y a au moins 5 profils Maxime Blo qui existent dans cet hôtel-là. Oui, en plus, tu t'es multiplié dedans. Et donc, moi, si je m'adresse au spa et que j'ai eu telle problématique avec le spa, comment est-ce qu'au restaurant ils sont au courant? Je quitte l'établissement et là, je m'aperçois, mais je te jure que c'est vrai, que j'ai oublié un objet. Et j'ai oublié une paire de lunettes et je ne perds pas de temps et j'appelle l'établissement. Donc déjà, dommage, on était quand même 2-3 heures après mon départ qu'on ne m'ait pas contacté. Et c'est là où une solution comme Booking pourrait être utile. Et en plus, quand j'ai appelé, quelle difficulté pour avoir une réponse. J'ai dû attendre plusieurs heures, avoir plusieurs interlocuteurs à rappeler, alors qu'on aurait pu juste me dire on va chercher et si on l'a trouvé, on vous envoie un SMS ou un WhatsApp et vous pouvez juste valider. Et là, ce serait beaucoup plus fluide. Et donc là, en l'occurrence, je revenais quelques jours après. Ils ont eu de la chance, ou j'ai eu de la chance, et je suis revenu récupérer moi-même l'objet. Mais quelle frustration! Et on ne parle pas du petit 2 étoiles qui vient d'ouvrir, on parle d'un 5 étoiles très structuré, avec beaucoup de services. Donc ils avaient la capacité d'identifier mon objet tout de suite. Ils l'ont probablement fait d'ailleurs, sauf qu'ils n'ont pas fait le lien. Voilà. Et il manquait
d'outils peut-être et de dialogue dans leurs écosystèmes pour que ça passe d'un outil à l'autre. Trop de profils, Maxime Claude. Exactement. Donc je rentre chez moi, bon, les lunettes, de toute façon, je les ai récupérées 2 jours après. 24 heures plus tard, je reçois un email automatique évidemment, alors quand même signé de la direction, je trouvais ça sympa. Aucune personnalité avec le fameux questionnaire de satisfaction. Et tu vois quel dommage quand on est dans un établissement, d'un standing comme ça, de terminer son séjour par un email automatique avec un questionnaire de satisfaction pas du tout personnalisé. On peut faire beaucoup mieux. Une photo, peut-être prise de moi, ma compagne pendant mon séjour si long, encore faut-il avoir à disposition, mais des équipes. Tu vois, des équipes d'accueil où j'ai la signature du directeur général, je veux voir un visage, parce qu'en fait on s'accroche au visage, on s'accroche à l'humain, pas juste un nom. Et donc ça m'aurait beaucoup plus marqué émotionnellement. Et je comprends qu'il y ait toute une automatisation, mais tu vois, on parle d'omnicanal. Si on m'envoyait un WhatsApp en me disant 4 heures après, Monsieur Blou, j'espère que vous êtes bien rentré à Bordeaux, tout s'est bien passé. Waouh! Là, j'ai l'impression qu'on s'occupe de moi. J'étais dans une société de service, un cabinet de conseil en management qui nous parlait à l'époque, en 2000, de Customer Intimacy. Ça va toujours garder, donc l'intimité client, d'avoir cette proximité, de s'intéresser à la personne, non pas juste pour qu'elle vienne avant le séjour, mais pendant le séjour, pour qu'après le séjour, tu fasses un effet de levier pour essayer de le faire revenir. Parce que là, tu es en train de parler fidélisation client, finalement. Absolument. Et en fait, je vais même être beaucoup plus simple que ça. Je parle relations humaines. C'est-à-dire que quand vous avez un ami qui vient chez vous et qui part de chez vous, déjà, vous lui dites au revoir, vous le saluez correctement, et on aime bien s'enquérir de « t'es bien arrivé à la maison ». Le petit texto du copain qui dit « t'es bien arrivé, ça a été ton voyage, pas de retard avec la SNCF », ça change tout. Mais il s'agit juste de faire ça, entre guillemets, et c'est tellement difficile à la fois à processiser à l'échelle d'un hôtel. Oui, et puis c'est encore un message que tu envoies à un client. J'ai eu une discussion, Maxime, avec un hôtelier à Lyon, et qui me disait, bah oui, mais nous, on agrège tout un tas de services avant le séjour pour faire venir les gens de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, et également leur départ, une fois qu'ils sont partis, ils commandent le taxi, et ils vont à l'aéroport. Et il me disait, ouais, mais tu sais, Jérôme, moi, à force, les clients, ils attendent à ce que l'hôtelier reçoive leur conciergerie depuis le départ de chez eux jusqu'au retour dans leur lit, quoi, tu vois. Et il me disait, bah, nous, c'est pas notre mission, c'est quand il est chez nous, quoi, tu vois. Et ils ont eu des reproches de clients, plutôt orientés de haut de gamme, comme quoi bah, le taxi avait eu de retard et ils ont loupé leur avion. Oui. Et je me dis, tu vois, c'est bien de leur apporter cette vision-là, mais jusqu'où tu t'arrêtes aussi, et de bien faire comprendre quand même aux clients que, attendez, l'hôtel, c'est l'hôtel. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une différence en fonction du standing de l'hôtel. Je pense que typiquement, quand tu réserves un 5 étoiles et a fortiori un palace à plusieurs milliers d'euros la nuit, je pense que le client s'attend, et c'est son droit, à ce que le moyen de venir à son établissement, ça fasse partie du parcours client. Déjà parce qu'on a des voitures qu'on met à disposition. Moi, j'ai même déjà eu des clients qui arrivent en taxi, qui se sont fait voler, tu sais, des taxis au black qui prennent à l'aéroport, qui font faire une balade dans Paris, qui facturent 120 € en cash, qui ont eu ça, et qui font leur check-in à la réception avec moi, et qui me parlent comme à du poisson pourri parce que leur séjour était ruiné à cause de ces expériences, et dans leur tête, j'ai été responsable. Déjà, tu étais français, donc a priori, tu es en France, tu t'en prends une. Mais je pense parce que j'étais l'hôtel. Ils n'ont pas raison. En soi, ce sont des éléments différents, mais on s'en fiche. Dans leur perception client, eh bien, ils comprennent que moi, je suis responsable. Donc, je peux aussi, à ce standing-là d'établissement, décider d'aller encore plus loin dans l'expérience que je propose, et typiquement, en utilisant du digital et de l'omnicanal, recontacter le client, lui montrer peut-être un trajet, ou lui faire des recommandations, ou lui réserver Uber, taxi, voiture privée en fonction de ce qu'il a envie. S'il veut prendre les transports en commun, de lui digitaliser le parcours pour qu'il ait plus qu'à le suivre, faciliter. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on parle du secteur de l'hospitality, moi qui découvre encore un peu, mais qui a un regard sur d'autres secteurs d'activité, c'est vrai que l'hospitality, ce n'est pas l'hébergement. L'hospitality, si tu l'apprends, on a eu la chance d'être retenu, je suis un peu compliqué, mais on a été retenu avec un label qui a été créé par l'État, par le ministère du Tourisme, Marina Ferrari, là, qui est passée sur le stand. Et un des sujets qu'on est suivi par la BPI, par Business France et Atout France, et eux, au niveau de l'État, donc de la France, de la nation,
l'hospitality, c'est exactement ce que tu dis. C'est à partir du moment où tu arrives avec un moyen de transport, bateau, voiture, avion, train, à partir du moment où tu arrives en France, l'hospitality à la française démarre dès ce moment-là. Et il faut voir que ça a un sens avec ce que moi je pense qu'on fait avec modestement avec l'équipe, c'est que justement changer cette vision de l'expérience client et du service client qui est quand même assez négatif, mais faire que cette expérience client soit positive comme tu le dis, depuis le moment où tu touches un pied au sol sur la France jusqu'à ce moment où tu pars. C'est une des critiques principales qui sont faites à la destination France aujourd'hui. Le mauvais rapport qualité-prix. On a des prix très élevés avec une qualité qui est pauvre considérée par rapport à ce qu'on facture. En fait, les clients, les voyageurs qui arrivent, notamment sur des destinations comme Paris, ont des attentes très très élevées et sont très souvent déçus de ce qu'on propose, et notamment parce que tu appelles l'hospitality, donc l'hospitalité, l'accueil qui leur est fait. Et en effet, l'accueil, c'est pas que dans les hôtels de luxe, parce que là encore c'est facile, on est formé. Mais ça commence avec l'aéroport, la gare, le taxi qui va t'accueillir, et donc il y a tout un sujet plus global sur lequel travailler pour proposer un parcours client, si on peut le dire, on va utiliser ce terme encore, plus global et plus qualitatif, et engager tous les intervenants, parce qu'en fait on serait tous gagnants à faire ce travail-là. Ouais, c'est plutôt la notion de parcours voyageur cette fois-ci en fait. Et je pense qu'il y a eu une image qui a été un peu bougée là-dessus et où on a gagné des points, qui j'espère répercutera des effets positifs sur l'hôtellerie en France. C'est les JO. Les Jeux Olympiques, c'était fou. Hein. Voilà. On a vu ce que pouvait être notre destination quand on se mettait tous derrière notre drapeau. Et qu'on avait tous la même logique de on veut faire de cet événement un symbole de l'accueil et montrer notre savoir-faire. Et c'était incroyable l'ambiance qu'il a régné dans Paris et en France pendant quelques semaines. Voilà, on sait que Paris a été mis sous cloche notamment. Il y a eu 2 destinations en dehors de Paris. Hein. Moi, on est basé à Nantes. On a eu les JO à Nantes. Moi, je me suis déplacé à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Lyon. En termes d'accueil, moi, je vois que tout le monde a élevé le niveau de jeu. Et ça montre que peut-être, voilà, c'est un exemple à suivre pour la suite. Complètement. Il y a plein de sujets là-dedans. Je vois qu'un peu leur tourne. Est-ce que tu... Question-réponse ? Ouais. Ça me fait faire vraiment la transition avec le message plus global que j'ai envie de faire passer. Je pense qu'il faut regarder le parcours client global qu'on a envie de proposer dans notre établissement. Si votre établissement n'est pas un palace urbain, ce que je comprends, et c'est très bien, eh bien, il faut faire une proposition qui soit adaptée. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus rural, avec des clients qui cherchent la déconnexion, et bien on va leur proposer une expérience de déconnexion. Et donc auquel cas, pas leur envoyer plein de messages, etc. L'exemple que je racontais tout à l'heure, on est sur un établissement urbain parisien avec des clients qui voyagent beaucoup, donc ils sont habitués à avoir cette masse d'informations, à circuler dans des grandes villes et qui ont besoin de réponses immédiates. Quand un client vient en vacances pour se déconnecter, eh bien, on peut lui dire dès le début, dès l'email de réservation, de confirmation, lui dire nous on vous propose une expérience de déconnexion, donc vous ne recevrez aucun email de notre part, pourquoi pas, et jusqu'à votre arrivée, si vous avez besoin, appelez-nous, il y a des vrais humains derrière qui sont vous, admettons les propriétaires, vous mettez vos visages, vous vous mettez en avant, et pour aller dire que eh bien, vous êtes là pour leur répondre. Et ça crée aussi un lien spécifique. On n'est pas obligé de rajouter toutes ces étapes, tous ces outils qui, dans votre cas, on l'entend, ne sont pas forcément nécessaires. Je pense que tu peux aussi proposer quelque chose où il faut arrêter de solliciter les clients sur leur téléphone perso, mais tu peux leur mettre des écrans de votre côté pour quand même automatiser, parce que vous serez une petite structure, vous n'aurez pas forcément beaucoup de temps disponible pour chacun d'entre eux. Donc en fait, ce que tu parlais de hybride, il faut trouver le bon angle de laisser les services, parce que tu ne vas pas être 24/7 derrière chacun de tes clients, c'est pas possible. Et donc trouver ce mix là-dessus, ça je pense que c'est un enjeu pour vous, tout en étant dans une démarche de je déconnecte avec mon téléphone perso. Maxime, merci, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui, merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui. On peut donc terminer avec une chocolatine ou un pain au chocolat, comme vous préférez. Alors toi tu prends quoi? Moi je vais prendre un croissant.